Bonsoir tout le monde, ici c'est Datacolor. Je m'appelle Raphaël Graff, je suis technicien chez Datacolor. Ce soir, on va parler de notre webinaire concernant le sujet obtenir des couleurs parfaites avec Datacolor et DxO. Avec moi, il y a Guillaume Monserrand de Datacolor. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonsoir, oui. Et aussi Christophe Grissin et Olivier Revent de DxO. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le Euh, monde. bonsoir. Le webinaire va durer environ 45 minutes, 1 heure. C'est Guillaume qui va commencer. Après la présentation, vous avez la possibilité de poser des questions en forme écrite, tous en bas à la droite de votre fenêtre du GoToWebinar. Alors Guillaume, je te vais donner les trois pour montrer ton écran à tout le monde. Juste un instant. Voilà. Alors, hop là. Eh ben, on va y aller. Allez. Déjà, bonjour à toutes et à tous d'être là ce soir pour un peu suivre ce webinaire spécial Datacolor DxO. Donc, ben, moi, je suis la personne de gauche, donc Guillaume, qui va représenter Datacolor, et Christophe, qui est avec nous ce soir pour la partie purement DxO. Donc pour la petite histoire, moi je serai sur slide, donc sous forme de présentation, et Christophe va vous présenter en temps réel comment ça se passe dans le logiciel DxO. Alors première question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi calibrer son écran? Bah je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Donc on a en premier lieu un appareil photo qui est à la gauche ici, qui va prendre une photo et qui va l'exposer et la faire comme vous en avez envie. Ensuite, vous allez cette photo l'importer sur votre ordinateur pour la traiter plus tard ou tout de suite. Donc une fois que vous allez l'importer, on va être ici, elle va s'afficher sur votre écran. Et elle va s'afficher comme votre écran en a envie, et pas comme vous l'avez prise. Vous allez sûrement commencer votre traitement. Donc on va passer d'une photo qui était plus que vous avez pu à la photo que vous avez prise. Et puis, bah, pour ceux qui souhaitent imprimer à domicile, on va donc la re-sauvegarder et on va l'imprimer sur une imprimante. Le problème de cette chaîne, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui interprètent les couleurs chacun comme il en a envie. Et donc pour uniformiser un petit peu tout ça, on a créé ce que l'on appelle les profils ICC. Alors je pense que beaucoup d'entre vous, parce qu'on est quand même une population de photographes, connaissent un petit peu ces langages qui sont sRGB, Adobe RGB. Les profils ICC servent à décrire les caractéristiques d'enregistrement d'affichage des couleurs. Alors, sur plusieurs choses, on va en retrouver donc dans nos appareils, qu'on ne peut pas régler. Sur les écrans, ça, on peut le régler, les imprimantes et d'autres périphériques qui peuvent être par exemple des tablettes. Et ces profils vont avoir pour but de compenser les erreurs des écrans, par exemple, et reproduire au mieux les couleurs que vous avez vues avec vos propres yeux. Donc, un profil ICC va premièrement corriger les points blancs. Il va permettre aussi la linéarisation des couleurs primaires, donc le RVB. Et ensuite, il va pouvoir simuler des couleurs d'un tirage sur l'écran. Et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les écrans et imprimantes en utilisent. Il n'y a pas un seul périphérique qui traite de la couleur qui n'a pas de profil ICC. Maintenant, pour vous aider, et moi aussi au passage, dans la calibration des couleurs, on a créé des produits chez Datacolor qui se présentent sous cette forme-là. Donc on en a 5 en fait. Donc la Spider 4 qui est la sonde euh, principale de Datacolor, donc
qui est déclinée en version Elite, Pro ou Express, dans lesquelles elles vont corriger les couleurs de l'écran pour les rendre standards. Donc il y a 3 produits, Elite, Pro et Express, qu'on verra juste après, mais voilà, une sonde pour 3 déclinaisons de gamme. Ensuite, on va voir pour les fans de home cinéma, et ils sont de plus en plus, on va avoir le Spider TV HD. Donc ça va vous permettre de calibrer votre écran Full HD pour afficher des couleurs au rendu optimum, c'est-à-dire qu'on va enfin avoir des couleurs de Blu-ray au top. Et après, on a le Spider Gallery, et j'insiste là-dessus, ce produit existe vraiment et fonctionne réellement, c'est-à-dire qu'on peut aussi, et ça je m'adresse principalement à ceux qui aiment montrer leur book sur tablette ou sur smartphone, on peut aussi corriger les couleurs de votre smartphone et de votre tablette. Les couleurs qui s'affichent sur ces périphériques-là ne sont pas souvent très justes. Maintenant, qui dit plusieurs écrans dit plusieurs façons de voir les couleurs. Là, vous voyez qu'il y a 6 périphériques qui sont tous de gammes différentes. On a des tablettes, on a des écrans, on a des displays classiques, on va avoir un MacBook Pro à droite. Chacun affiche les couleurs qu'il en a envie. Pourquoi? Tout simplement parce que la technologie que les écrans utilisent n'est pas toujours la même. Chaque type d'écran va avoir une technologie différente. On va retrouver des écrans à LED, on va retrouver des écrans Retina, on va retrouver des écrans LCD. Chaque type d'écran utilise une techno différente. Et après, on a dans ces écrans différents types d'écrans. Est-ce qu'on va avoir du normal gamut, du wide gamut, CRT, LCD, du LED, du Retina? On a une pléthore de possibilités sur les périphériques d'affichage d'écran. Du coup, ça va avoir des conséquences et la principale conséquence, c'est le vieillissement. Avec le temps, l'écran perd en luminosité. Pourquoi? On a un filtre à l'intérieur, RGB, et le rétroéclairage perd en couleur. C'est-à-dire que même si vous avez un écran à LED, je vous l'accorde, il vieillira moins vite, mais quoi qu'il arrive, il va vieillir. Un écran CRT, c'est encore pire, et ça je pense qu'on a tous connu la télé qui devient grisâtre avec le petit film blanc devant et on va tendre vers des couleurs extrêmement sombres. C'est tout simplement que le rétroéclairage est en train de nous lâcher. On va faire un petit... alors, ceux qui nous suivent régulièrement connaissent ce jeu-là, mais c'est pas grave, on le refait, moi je l'aime bien. On va faire un jeu, vous allez regarder la case A et la case B. On va laisser 5 secondes et vous pouvez pas me l'écrire, mais c'est pas grave. Vous allez réfléchir à lequel des deux est le plus sombre. Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le B? Alors moi, je vais vous répondre à ma place. Moi, vu d'ici, si je connaissais pas l'exercice, je dirais c'est le A le plus sombre. Et en fait, quand on met la fameuse couleur gris à côté, on se rend compte que c'est plus ou moins, normalement c'est totalement identique, et si vous voyez une différence, vous pouvez être sûr que la calibration de votre écran n'est pas bonne. Donc A et B sont strictement identiques. C'est pour ça que j'insiste sur une chose, régler soi-même ses couleurs de son écran, c'est juste pas une bonne idée. Tout simplement parce que vos yeux vous trompent en permanence. On est extrêmement intelligent en tant qu'humain, donc on fait toujours en sorte de compenser les défauts de ce qu'on voit. Donc les corrections rouge, vert, bleu qu'on trouve dans les menus des écrans ne suffisent pas du tout à linéariser les couleurs. Vous avez une petite courbe en haut, à droite, qui vous montre en bleu ce qu'il faudrait, et en rouge ce qu'on est quand un professionnel dit je sais calibrer mon écran. Voilà, ça donne à peu près ça quand on mesure réellement les conséquences du réglage. Donc chaque tonalité doit être corrigée individuellement.
Quand j'entends tonalité, c'est tout le spectre de couleurs. Et on va refaire un petit jeu juste derrière, qui est le fameux vert et rouge. Et vous allez fixer, avec le plus d'attention possible, le point blanc qui est en son centre. Je vous laisse 3 secondes. Vous continuez à le fixer. Donc là, j'ai changé de couleur, mais on continue à fixer son point blanc et je vous affiche 2 photos différentes. Théoriquement, à un moment, il y en a une des deux qui va vous sembler plus sombre que l'autre. On va laisser 3 secondes à votre cerveau. Et petit à petit, normalement, vous allez récupérer la vérité, à savoir que les deux photos sont totalement identiques. Il n'y a aucune différence. Donc, voilà, vous comprenez que régler avec ses yeux, c'est pas une bonne idée. Il y a des produits qui existent pour ça et qui le font 100 fois mieux que notre cerveau, tout simplement parce que notre cerveau est là pour nous protéger et non pas pour nous faire du traitement photo. Donc on a inventé la Spider 4. Alors la Spider 4, elle va vous calibrer l'intégralité des écrans, c'est-à-dire que vous allez pouvoir calibrer les technologies LCD, CRT, les vidéoprojecteurs, les écrans OLED, et après Normal Gamut, White Gamut et RGB à LED. Donc, en gros, on calibre n'importe quel type d'écran qui existe encore sur le marché, qu'il soit ancien ou extrêmement récent. Si vous avez un Android Galaxy S5, on peut le calibrer quand même. Et avec le Spider Gallery, on va calibrer iPhone, iPad et tous les équipements Android. Parce que chez Attack Color, on aime bien toutes les marques. Donc on a fait aussi bien iOS que Android. Donc maintenant, les gammes de sondes. Il y en a 3. Spider Express, Spider Pro et Spider Elite. Vous allez me dire quelle est la différence entre ces 3 produits, hormis le prix. La première, c'est que la Spider Express est une solution qui est extrêmement simple et économique pour calibrer ces écrans. C'est extrêmement simple parce qu'elle fait des corrections efficaces sans vous poser des milliards de questions. Elle fait le boulot, elle vous calibre votre écran, vous pouvez traiter vos photos, vous êtes sûr que ce que vous traitez, c'est bon. Ensuite, on va avoir la Pro. Cette fois, c'est conçu pour les professionnels créatifs qui ont besoin de couleurs précises sur leurs écrans, mais aussi sur leurs impressions. Spider 4 Express vous aide à calibrer l'écran. La Pro vous garantit qu'en sortie d'impression, vous allez avoir une qualité qui est conforme à ce que vous attendiez. Et la différence entre la 4 Express et la 4 Pro, je pense que ça se voit physiquement, c'est cette partie-là. Je vous le montre. Sur la Express, il n'y a pas, ici, le détecteur de luminosité. Maintenant, la Spider Elite. Cette fois, c'est pour les personnes qui travaillent, et c'est comme ça que je la présente, qui travaillent sur 2 écrans. Vous avez 2 écrans, ce qui est mon cas ce soir. J'ai un de mon ordinateur à droite qui affiche les présentations que vous avez, et j'ai un autre écran qui me permet de contrôler que le webinaire se passe bien. Si vous avez 2 écrans comme ça, vous allez vouloir pouvoir passer d'une photo d'un écran à l'autre sans avoir, vous savez, cet effet de ouf, c'est pas bon là, il y en a un des deux qui est pas bon. La Spider Elite, elle va vous linéariser les couleurs entre les 2 écrans. C'est-à-dire que vous ayez des écrans de gamme différentes, de marques différentes, de générations différentes. Entre les 2 écrans, vous vous retrouvez avec la même couleur. Vous n'avez pas cet effet de recul. Non, j'ai plutôt travaillé sur celui de gauche, il me semble mieux. Donc voilà. Et l'Elite, on rajoute la possibilité de calibrer les projecteurs vidéo. Maintenant, je vais vous présenter à quoi ressemble une sonde vue de l'intérieur. À l'intérieur d'une sonde, il y a 7 capteurs, donc là pour la Spider 4, qui sont nouveaux, avec plusieurs protections et surtout une très longue longévité, parce que les filtres de couleur sont teintés dans la masse. Ce n'est plus des feuilles en gélatine. Et du coup, parce que avec une sonde Spider, on peut faire un upgrade
et passer automatiquement à avoir la sonde Spider TV HD. Il suffit juste de rajouter le kit pour compléter son installation. Donc, je vous le disais tout à l'heure, ça s'adapte à tout type d'écran, parce qu'il n'y a pas d'obligation de coller quelque chose, des choses comme ça. Et on peut calibrer avec les sondes son smartphone, sa tablette, idéal pour les photographes professionnels. Maintenant, pour calibrer son écran, comment ça se passe? Alors, récemment, j'étais au congrès, il y en a peut-être d'entre vous qui sont là ce soir, j'étais au congrès de FPF, donc Fédération Française de Photographie, qui, à juste titre, me disait c'est vraiment très compliqué, je connais pas vos produits, montrez-moi que c'est, enfin, prouvez-moi que c'est simple. Et bah, calibrer son écran il y a peut-être 10 ans, c'était extrêmement compliqué, parce qu'il fallait débrancher, rebrancher, déplacer, enfin, c'était assez fastidieux. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, les outils ont évolué, on s'est adapté au marché, et aujourd'hui, calibrer son écran, c'est extrêmement simple. L'application fait tout pour vous. Il n'y a pas besoin de faire des choses magnifiques. Elle est faite pour être autonome et vous poser le moins de questions. Donc, on va calibrer notre premier écran. Donc, première chose, se mettre dans des bonnes conditions pour faire son calibrage. Et pour ça, c'est très simple. Vous laissez votre écran allumé 30 minutes avant de faire la calibration. Vous faites attention de ne pas mettre de lumière directe sur l'écran. Donc, je veux dire par lumière directe, si vous avez une veilleuse de bureau qui vous permet d'éclairer le clavier, par exemple, on va l'éteindre celle-là. Maintenant, si vous avez deux appliques au mur, par exemple, c'est pas de la lumière directe. Elles sont pas en train de d'éclairer votre écran, elles éclairent votre pièce. C'est ça, de la lumière directe. Par contre, si vous avez une halogène qui a tapé votre écran direct, celle-là, il va falloir l'éteindre, c'est sûr. Ensuite, vous vous mettez dans les conditions habituelles de traitement. Alors ça aussi, j'ai vu beaucoup de choses et on m'a posé beaucoup de fois la question, est-ce qu'il faut que je sois dans une pièce qui est totalement sombre, éteinte de lumière, où on voit plus rien, je vois plus mon clavier, je vois plus ma souris? Non. Vous vous mettez dans vos conditions de traitement. Si, comme moi, vous traitez vers 18h, 19h, voire plus tard, vous vous mettez dans ces conditions-là. Vous ne mettez pas dans des conditions que vous ne reproduirez jamais. Mettez-vous dans les conditions de votre traitement, pas dans les conditions qu'on peut lire un peu n'importe où. Et ensuite, on fait attention quand même euh, à la pièce où on est et aux vêtements portés. Alors faire attention à la pièce où on est, j'entends par là que si vos murs sont d'une couleur pétante, on va éviter de faire la calibration à cet endroit-là. Cette couleur qui flash un peu va se réfléchir sur la dalle qui protège réellement votre écran. Ça peut perturber un petit peu la sonde. Aujourd'hui, j'ai pas de pièce créée avec des couleurs pétantes, mais j'ai pas eu de soucis. Par contre, on fait attention à ce qu'on porte. Si, pour le coup, je vais prendre un exemple personnel, j'ai un t-shirt de course à pied qui est jaune. Quand je me mets devant mon écran, l'écran devient jaune. Donc, on évite de porter des couleurs, par contre, qui se réfléchissent, parce que là, pour le coup, on est très proche de l'écran. Donc, on fait extrêmement attention à ce qu'on porte. Et on va désactiver la gestion d'énergie du système d'exploitation. Ça va vous éviter, première chose, que votre écran s'éteigne quand vous êtes en plein calibrage. C'est pas une bonne idée. Et deuxième chose, si vous évitez la mise en veille, ou en tout cas évitez vous savez, sur les ordinateurs maintenant, au bout d'un certain temps, 15 minutes, il baisse un petit peu de luminosité. C'est pareil, ça, on le désactive au moins pour le calibrage. Pourquoi? Si votre écran change de luminosité, il va changer donc d'intensité, la température qu'il affiche ne sera plus stable. Ensuite, le logiciel va vous demander des informations pas du tout techniques, il va juste vous rappeler ce que je viens de vous dire. Il va vous dire, on éteint les lumières, on éteint la lumière directe, on fait attention à ce qu'on porte, et on laisse l'écran surtout préchauffer. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, il va vous demander ensuite le type d'écran que c'est. Si vous lui dites, bah, c'est un LCD, c'est un ordinateur portable, vous lui dites quel type de matériel vous utilisez. Si vous ne savez pas où le trouver, très souvent, c'est marqué sur l'étiquette du carton. On voit plein écran OLED, c'est un argument de vente en plus, donc on prend ça.
Si vous ne le savez pas, référez-vous au manuel d'utilisation, c'est écrit obligatoirement. Vous spécifiez la possibilité de régler le contraste et la luminosité de l'écran, c'est-à-dire qu'elle va vous dire euh, attention, on n'est pas bon, donc je vous invite réellement à respecter les valeurs conseillées pour le point blanc, les gammas et les luminosités. Pour ceux qui ont des Mac, vous allez me dire, à des moments, je vais peut-être me retrouver un petit peu au-dessus ou en dessous du curseur que la sonde me demande. Oui, c'est vrai, faites au plus juste. La luminosité des écrans sur Mac, c'est des petits points, vous en avez 10 de mémoire. Moi, quand je calibre, je me mets au milieu. J'aime pas les extrêmes, donc pas tout en haut, pas tout en bas. Je me mets au milieu. Surtout qu'arrivé 18-19 heures, en général, c'est vers ces endroits-là qu'on se retrouve. Ensuite, alors vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres avancés de la sonde. En toute honnêteté, cette partie-là s'adresse vraiment aux utilisateurs avancés. Je n'en ai eu jamais l'utilité. Et pourtant, je tire mes photos comme vous, sur des imprimeurs sur Internet, soit des imprimeurs personnels. Je n'ai jamais eu besoin d'aller régler les paramètres avancés de ma sonde. Et voilà à quoi ressemble la première question. Vous dites, vous cochez la petite case mise en température. Oui, c'est bon, je l'ai fait. Vous mettez que les conditions d'éclairage sont bonnes. Vous vérifiez que les contrôles de l'écran sont tous mis à 0, c'est-à-dire que les réglages que vous aviez passé 2 heures à faire avant, vous les annulez et vous ajustez la luminosité au niveau le plus confortable pour vous. Néanmoins, je vous recommande d'être à moitié de puissance, en tout cas pour les ordinateurs sous Mac. Pour les autres, c'est vraiment à la façon dont vous êtes confortable. Et ensuite, vous connectez la sonde. Une fois que vous aurez connecté la sonde, vous cliquerez sur Suivant et vous allez sélectionner le fabricant de votre ordinateur, enfin, de votre écran en tout cas. Donc pour ceux qui ont des Mac, maintenant tout est à l'intérieur. Pour ceux qui ont des écrans, il y a une liste déroulante qu'on trouve ici. Hop. Et la liste est mise à jour très régulièrement. Vous sélectionnez la marque et en dessous, vous entrez juste, c'est-à-dire que vous ne mettez pas le modèle, vous mettez juste le nom de l'écran. Là, elle va vous spécifier des paramètres recommandés, c'est-à-dire le gamma 2.2, la point blanc à 6005 et la luminosité à 120. Ça, après, c'est en se comptant de ce que votre ordinateur vous autorise de faire. Après, vous allez avoir ce petit dessin qui va vous inviter à placer la sonde à cet endroit-là. Alors, la sonde couvre l'intégralité du dessin. Maintenant, pas besoin d'être au pile poil dessus. Il faut juste être dans cette zone-là. Maintenant, si vous la mettez et qu'elle dépasse ici, ça n'a absolument aucun impact sur le calibrage, parce que le carré est aussi grand que le carré qu'on voit là quand on fait le calibrage. Maintenant, si vous êtes en décalage par rapport à la luminosité, elle va de toute façon vous avertir. Et ça, c'est les avantages sur les pros et les modèles élites. Elle va vous dire, attention, la luminosité de l'écran n'est pas dans les abacs classiques de traitement de photos. Faites en sorte que pour la calibration, vous y soyez. Après, libre à vous de modifier ces paramètres-là. En tout cas, voilà, faites attention à bien être dans ces abacs-là. Et ensuite, le logiciel va afficher l'intégralité des couleurs de référence. C'est-à-dire que vous allez avoir du rouge, vous allez avoir du vert, du bleu. Là, je vous en ai pris que 3. Vous allez avoir aussi toutes les déclinaisons entre celles-là. Pour arriver du rouge au bleu, il y a un chemin à suivre. Et on va le suivre. Automatiquement, la sonde va demander à ce que chaque couleur s'affiche. Et ensuite, il va mesurer la différence entre les valeurs de référence que la sonde connaît et les valeurs mesurées à l'aide du capteur de la sonde. C'est-à-dire qu'on sait qu'un bleu, il doit être affiché comme ça, un vert, c'est comme ça. Si la sonde reçoit une valeur qui est différente, vous avez besoin d'un profil ICC et donc automatiquement, on va le créer. La sonde va calculer les courbes de correction et elle va créer un profil ICC et l'appliquer automatiquement à l'écran. C'est pour cela que sur les Windows, principalement, quand on charge, vous savez, avant de vous arriver sur Windows, vous allez avoir un petit scintillement. Ce petit scintillement, c'est la création, c'est la mise en service du profil ICC que la sonde vous a créé. Et ensuite, il suffit juste de regarder à quel point on était en déphasage et vous comparer. C'est-à-dire vous pouvez permuter d'avant après et voir comment
votre écran a été en décalage. Ensuite, la sonde va enregistrer le profil sur votre ordinateur. Et moi, je vous recommande de recalibrer votre écran toutes les 2 à 4 semaines. 2 semaines pour les écrans CRT, 4 semaines suffisent largement pour les écrans à LED. Mais on a pensé à tout, il est possible de paramétrer une alerte, c'est-à-dire que la sonde va vous dire, enfin le logiciel va vous dire attention, m'oublie pas, il faut me recalibrer. Et le recalibrage est extrêmement rapide car la sonde, elle est capable de savoir comment c'était au premier calibrage et de vérifier que la valeur n'a pas dévié. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi l'intérêt d'un écran calibré? Eh ben, déjà pour que quand on fait son traitement photo, eh ben, il soit conforme à si un jour on veut les tirer. Maintenant, vous allez pouvoir visualiser et profiter au maximum des photos des autres. Maintenant, beaucoup de photographes utilisent des sondes, donc affichent des photos sur Flickr, peut-être pas Instagram, mais sur Flickr, sur 500px, sur des forums, voilà. Les gens calibrent et donc au moins vous verrez réellement la photo que la personne a traitée. Maintenant, on va passer au cube et il va falloir que je m'active. Je suis désolé pour Christophe, je suis hyper bavard. Comment définir la balance des blancs? Et pour ça, on a aussi un accessoire. C'est l'utilisation du Spider Cube et cela, on va pas tarder à passer la main à Optique Pro. Le Spider Cube, c'est ça. Moi, je l'appelle le couteau suisse de la photo. Dessus, vous avez une balance des grilles, une balance des contrastes et des tonalités de couleurs. Le Spider Cube est teinté dans la masse, c'est-à-dire que la couleur que l'on voit là va de cette partie-là jusqu'à l'intérieur du cube. Donc il n'y a pas de problème de longévité. Les pigments sont extrêmement profonds, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et il est compatible avec tous les convertisseurs RAW. Petit exemple, première photo, feuillage, soleil, on ne sait pas trop où on est, ou en tout cas balance des blancs difficiles à capter, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de blanc des yeux, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc quand on s'y retrouve, on peut se retrouver avec 3 photos différentes. Peut-être que celle-là est bonne, hein, peut-être un petit peu bleu, trop sombre. L'avantage, c'est que le format RAW vous offre une souplesse absolue. Vous pouvez ajuster la température des couleurs et la balance des blancs. Et pareil, vous pouvez ajuster le noir absolu ou le blanc absolu et la gradation tonale. Maintenant, le problème de tout ça, c'est que sans référence, donc le cube pour le coup, il est extrêmement difficile de trouver des valeurs appropriées pour correctement réaliser sa balance des blancs. Mais, c'est ce que j'allais vous dire, je vais passer la main à mon collègue de ce soir. Il va vous montrer, il va vous montrer en temps réel, c'est-à-dire dans Optics Pro, comment on règle la balance des blancs avec le cube. Et je pense que je vais donner la main euh, à Christophe. Rafa, sinon je peux te donner, il y a quelqu'un. Ah, c'est bon. Voilà, bonsoir à tous. Merci Guillaume. Donc on va effectivement voir dans Optics Pro comment on va pouvoir utiliser ce Spider Cube. Donc en fait on a voilà la photo qui avait été faite et qui nous posait problème. Donc on va s'arranger pour faire avant ou après, mais au moins une photo similaire en condition d'éclairage avec le Spider Cube. Alors, ce ne sera pas la photo que vous allez présenter, évidemment, sur les forums ou que vous allez imprimer, mais c'est une photo de référence qui va au-delà des chartes de grille habituelles, puisque, comme vous l'avez expliqué, Guillaume, ça vous permettra de régler non seulement la balance des blancs, mais également le point blanc, le point noir, donc l'ensemble de la gradation tonale. Alors, comment ça marche? De façon très simple, hein, dans Optics Pro. On va commencer ici sur cette image par régler la balance des blancs. Donc, juste une présentation rapide du cube. On va utiliser cette zone gris neutre qui va nous permettre de faire l'étalonnage des couleurs.
et puis ces zones à la fois blanches et noires pour régler euh, la plage de tonalité de la photo. Donc pour régler la balance des blancs avec DxO Optics Pro, on va tout simplement aller chercher la palette du même nom et on va utiliser l'outil pipette de balance des blancs. Donc je vais cliquer pour le sélectionner. Je vais avoir deux images qui vont s'afficher. L'écran va être coupé en deux. Donc l'image de référence sur laquelle je vais choisir la zone euh, de référence et je verrai le résultat sur l'image de droite. Donc là, je vais tout naturellement choisir la zone grise du Spider Cube. J'ai pas besoin d'aller chercher dans l'image quelle zone va pouvoir me donner quelque chose d'à peu près correct. C'est le cube qui va me le donner. Donc j'ai cliqué sur la zone et j'ai ici des corrections qui sont pas très très importantes. Je pense que chacun voit un peu en fonction de son écran. La balance des blancs était assez correcte sur cette image. Euh, je voulais préciser, je repense aux deux tests que vous a proposé Guillaume en début de présentation. On a souvent l'impression quand on règle la balance des blancs de cette façon-là, avec les deux images côte à côte, que la correction est trop forte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que on avait une image trop froide, on la réchauffe, on avait une image trop chaude, on la refroidit. Pensez à cette persistance, cette forme de persistance rétinienne que vous a démontré Guillaume juste avant. La comparaison est assez trompeuse. Donc, une fois que vous avez fait la correction, vous fermez, vous avez votre image corrigée et vous laissez un peu de temps pour bien appréhender les couleurs de votre image pour vous rendre compte que, pour décider aussi si ça vous convient ou pas, mais normalement avec la calibration avec le Spider Cube, vous devriez obtenir quelque chose de tout à fait satisfaisant. Euh, Donc je vais vous montrer juste sur une image JPEG obtenir un peu des résultats similaires. Avec Optics Pro, vous allez corriger la balance des blancs en RAW, mais aussi en RVB. Donc sur du JPEG, vous aurez des résultats qui seront un peu moins. Il faut que votre image soit un peu plus proche de la réalité, mais ça peut marcher également. Alors, je vais utiliser cette image parce que la différence est un peu plus importante sur la balance des blancs. Donc je vais sélectionner mon cube. Voilà, donc là, on voit une différence beaucoup plus importante et on peut être tenté de considérer que finalement c'est trop froid. Parce qu'on a vraiment beaucoup refroidi l'image, notamment dans les teintes qui sont déjà assez bleues. En fait, en fermant l'image et en laissant un peu le temps de s'habituer, on se rend compte que le vert du tapis de billard, le jaune de la bille, sont beaucoup plus proches de la réalité que ce qu'on avait auparavant. Voilà, donc je voulais vous montrer cet aspect-là qui est vraiment important. Vous aurez le même ressenti, je pense, lorsque vous aurez calibré votre écran pour la première fois. Quand vous allez voir le résultat avant-après, vous allez vous demander est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai bien les bonnes couleurs? Mais oui, vous avez les bonnes couleurs, c'est votre cerveau qui doit s'habituer à, ce nouveau référentiel de couleurs. Alors, je vais revenir sur mon image de départ. Et au-delà de la balance des blancs, je vais aussi régler le point blanc et le point noir avec les zones correspondantes du Spider Cube. Donc pour ça, dans Optics Pro, je vais aller sur ma fenêtre, sur mon outil histogramme, et je vais faire afficher les zones brûlées et les zones bouchées. Donc je vois qu'il en apparaissent quelques-unes. Alors concernant les zones brûlées qui apparaissent en noir, j'ai un reflet ici dans la bille argentée du cube. Alors pour ce type de zone, un peu comme si vous aviez un phare de voiture ou un lampadaire d'éclairage public, il est inutile et même vain d'aller chercher à récupérer de l'information et de la matière sur ces zones. Elles sont cramées et c'est complètement acceptable
dans une image, c'est une source très forte de lumière. C'est rare que ça dénature votre image. Je pense que vous en ferez aisément l'expérience. De même pour les zones qui sont bouchées, si j'enlève l'indicateur, je pense qu'il y a des endroits où on vous indique qu'il y a des zones bouchées, vous ne l'auriez pas identifié. Donc c'est un indicateur, on va s'en servir là typiquement pour régler le point blanc et le point noir. Attention, inutile d'être complètement extrémiste et de vouloir absolument que toutes les zones soient débouchées ou non cramées. Ça peut arriver sans être mauvais pour le résultat final. Donc je vais fermer la balance des blancs pour vous montrer comment on va utiliser ces zones de réglage du blanc et du noir. Donc sur cette image, en fait, on va utiliser le blanc, on va le régler avec la tonalité, l'outil tonalité sélective et les hautes lumières. Donc ça pourrait être, dans certains cas, quand il y a vraiment un très gros écart, notamment une image qui est beaucoup trop surexposée ou largement sous-exposée, on pourrait utiliser la compensation de l'exposition qui va gérer, donc, comme son nom l'indique, l'exposition globale de l'image. Mais pour affiner, on va utiliser la tonalité sélective. Et pour les zones claires, on va utiliser les hautes lumières. Donc on voit sur l'histogramme, il y a à part cette zone sur la bille, que on a de la marge, on a un peu de place en haut à droite de l'histogramme. On peut éclaircir les zones les plus claires. Donc on va avancer son curseur. Donc je vais volontairement aller un peu à l'excès. Et donc je vais rester à cette valeur-là qui est trop forte. On voit apparaître ici un début d'écrêtage. Donc là, on est allé un peu loin dans le réglage du curseur. Donc on va comme ça, de proche en proche. Je vais à nouveau le sélectionner pour pouvoir cette fois-ci le baisser. On va le réduire et de proche en proche le régler. Donc ici, on est à quelque chose, voilà, autour de 46. Et on voit sur l'histogramme, je pense que vous voyez que la zone la plus à droite a été repoussée un peu. Et donc on a étendu la plage dynamique de l'image pour lui donner un meilleur équilibre. Pour les noirs, on fonctionne exactement de la même façon en utilisant la zone noire du cube. Et ici, bon, on a quasiment aucune marge. On voit qu'on commence à avoir des zones bouchées, donc on a une image qui est proche de la vérité. Donc si je pousse encore un petit peu les noirs, voilà, j'ai tout de suite l'écrêtage qui s'affiche sur le cube. Donc c'est là, si je monte un tout petit peu, voilà, à -4, je n'ai pas d'écrêtage, à -5 j'en ai un, donc voilà, je suis vraiment là pardon, au maximum de la plage utile, on va dire, de cette image. Donc voilà, j'ai fait grâce au Spider Cube mes réglages de la balance des blancs et de ce qu'on appelle le point blanc et le point noir. Alors comme je l'ai dit quand j'ai commencé la présentation, c'est que c'est pas sur cette image qu'on va vouloir travailler. Donc je vais pouvoir désélectionner mes curseurs, même si pour me rendre compte un peu du rendu, il va falloir que je l'applique aux images de ma série. Donc pour ça, c'est très simple. On va faire un clic droit sur l'image. Voilà. Et on va utiliser le copier-coller des réglages de correction. Ou éventuellement, si on veut conserver ces réglages, on peut créer un autoréglage à partir des corrections qu'on a appliquées. Donc je vais ici copier mes réglages de correction. Je vais sélectionner une autre photo prise dans cette série. Donc là, le qui vous ici, c'est l'application de l'autoréglage DxO standard que j'ai laissé par défaut. Peut-être avez-vous votre propre autoréglage qui s'applique lorsque vous ouvrez une photo dans DX Pro. Et ensuite, donc, un clic droit à nouveau sur l'image ou le raccourci CTRL-SHIFT-V pour les utilisateurs Windows et coller les réglages de correction. Et on a étendu la plage de tonalité de cette image de la même façon que la précédente. Donc selon les réglages,
dans les conditions de lumière dans lesquelles nous avons travaillé. Donc voilà pour l'utilisation du Spider Cube. Alors je vais vous montrer dans Optix Pro un autre outil sur la correction des couleurs. On va revenir à la partie vraiment colorimétrie et qu'on pourra utiliser de façon d'autant plus fiable que l'écran restitue des couleurs vraies. Donc pour cette deuxième partie, je vais vous présenter cette image-là. C'est les maisons colorées peut rencontrer. Donc vous voyez l'autoréglage par défaut qui s'est appliqué, donc par rapport déjà l'image brute. Donc voilà des maisons typiques que l'on trouve pour l'anecdote sur l'île de Boa Vista au Cap-Vert. Les maisons sont très colorées, donc j'ai utilisé ces images pour faire la présentation de la palette d'outils qui est la TSL. Donc TSL, c'est pour teinte, saturation et luminance. Donc ce sont trois paramètres qu'on va pouvoir régler pour différents canaux de couleurs. Donc on va pouvoir régler la teinte, la saturation et la luminance globale de l'image, mais surtout l'intérêt, c'est de pouvoir travailler par canal de couleur. Donc vous avez 6 canaux disponibles et chacune des corrections que vous allez appliquer ne sera effective que sur ce canal. Donc la teinte va vous permettre de corriger, de modifier la couleur pour le canal sélectionné. La saturation, comme son nom l'indique, va vous permettre d'accentuer ou de diminuer la saturation pour un canal de couleur. Vous pourriez décider de supprimer de cette façon-là, en désaturant complètement une couleur. Et la luminance va régler ce que j'ai envie d'appeler l'intensité de la couleur en la rendant plus claire ou plus sombre. Alors pour l'illustrer, on va commencer par exemple par le vert, sur cette belle maison verte, avec le curseur de la teinte, je vais pouvoir en changer tout simplement la couleur. Et vous voyez que seule la couleur de la maison change. Je vais aller dans un sens ou dans l'autre, vers la couleur plus chaude, vers des couleurs plus froides. Donc il faut le temps que la correction apparaisse. Voilà, donc ma maison qui était verte au départ est devenue complètement bleue, le ciel est resté bleu, les volets sont restés jaunes, l'environnement est resté ce qu'il était, je n'ai modifié que les couleurs du canal vert. Alors, l'intérêt, quel est-il? Il est double, ça peut être pour des raisons de créativité, ça peut être en général, pour ce qui est de la teinte, légèrement corriger, affiner une couleur. Bon, c'est assez rare que, pour ce type d'image par exemple, on aille rechercher des couleurs complètement différentes de ce qu'on avait au départ. Mais ça permet, en restant sur des variations très faibles, d'affiner un peu. Je pourrais changer les tonalités de mon vert avec ce curseur. Ensuite, la partie saturation. Donc, je peux renforcer, je l'ai indiqué, donc en poussant le curseur vers la droite, voilà, la saturation de mon vert, pour obtenir, comme ici, quelque chose de vraiment très flashy. Ou à l'inverse, si je pousse le curseur vers la gauche, avoir quelque chose de complètement désaturé, voire rendre la maison complètement grise. Quant à la luminance, donc je remets les curseurs à 0 pour vous montrer vraiment sur la base de l'image de départ l'impact de chacun des curseurs. Donc je peux aller éclaircir les zones dans le canal de couleur, comme ceci, ou au contraire les assombrir. Voilà, donc l'usage de ce type de correction, on peut le faire donc, pour le type de maison. Après, c'est vrai que pour la maison, généralement, on va la laisser de la couleur d'origine, mais ça peut être intéressant sur cette image, par exemple, pour le ciel. Donc pour le ciel, on va utiliser les curseurs bleus. Et on va ici vouloir, le bleu, le ciel est un peu pâle, donc on va renforcer un peu la saturation du canal bleu. Je pourrais vouloir en modifier la couleur s'il était
qui me satisfaisait pas, hein. Typiquement, c'est le genre de vraiment la correction du ciel est un des cas assez classique d'utilisation de cet outil. Et puis, je peux sombrer un tout petit peu pour essayer de lui donner un peu de présence ou l'éclair sans voir Voilà. Alors, là, on a des couleurs au niveau du ciel et de la maison qui sont relativement pures, hein, même si le ciel l'est déjà un peu moins que que la maison. Il faut bien se comprendre que les couleurs vraiment très pures sont assez rares, donc le risque et la mise en garde de l'utilisation de cet outil, c'est les mélanges. Par exemple, le bas, ici, le sol, va avoir différentes couleurs, dont du jaune. Alors pour vous le montrer, on va voir ici, on imagine que sur cette maison qui a des jolis volets jaunes, on a envie d'en changer la couleur et de les rendre par exemple rouges. Donc j'ai sélectionné le canal jaune, je vais aller au niveau des rouges. Voilà, donc j'ai effectivement mes volets qui sont devenus rouges, mais on voit qu'au niveau du sol, il y a eu un impact également sur la colorimétrie qui le rend beaucoup moins agréable si la correction de la couleur passe très bien pour les volets, puisque finalement on trouve toutes sortes de couleurs sur ces maisons. Le sol, lui, il est à peu près tel que vous le voyez sur l'image d'origine. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant parce qu'il va vous permettre, comme vous l'avez vu, de régler vraiment couleur par couleur de façon très fine chaque zone de l'image. Pensez qu'il y a des zones qui sont avec des canaux différents. Alors, ça n'empêche qu'on peut quand même modifier les couleurs des volets. Après, il faudra faire attention à ce que les modifier déjà peut-être un peu plus modérément, et puis après éventuellement compenser avec d'autres canaux euh, pour lesquels les volets ne sont pas concernés, hein. Ça peut être ici certainement du rouge euh, pour, on va dire, compenser dans d'autres parties les corrections que vous aurez effectuées. Voilà, donc vous aurez bien compris que pour pouvoir bien utiliser cet outil et la gestion des couleurs en général, mais aussi la luminosité, hein, puisque la calibration de la luminosité de l'écran fait partie, enfin, le réglage de la luminosité fait partie de l'étalonnage de votre écran. Donc il faut que vous soyez confiant dans la restitution que vous fait votre écran des couleurs pour que une fois que vous avez passé beaucoup de temps à traiter vos images, que ce soit au niveau de l'exposition ou des couleurs, et que vous décidez de l'imprimer, eh bien, vous ayez un rendu qui soit le plus fidèle possible au travail que vous avez réalisé. Voilà, j'espère que je vais avoir répondu à vos questions sur la partie utilisation de DxO Optics Pro pour la gestion de l'exposition et des couleurs en association avec l'étalonnage. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la suite de la présentation. Et donc, je vais repasser la main à, à l'équipe Datacolor. Merci à tous et bonne fin de soirée. Alors, c'est moi qui vais reprendre du coup. Euh, donc, alors, hop là. Déjà, merci Christophe pour cette présentation sur DxO. Donc, on va sûrement commencer à ouvrir les questions sur ces deux logiciels, enfin ces deux, donc l'un pour le logiciel et l'autre pour la sonde. Du coup, ouais, Rafa, est-ce que tu peux commencer à ouvrir les questions pendant que je fais la présentation, parce que vous a réservé une petite surprise. On a décidé de vous remercier d'être là avec nous ce soir. Donc, pour le coup, il faudra peut-être que je remette en format, hop, mettre ça. Donc, on a décidé de vous faire des prix pour ceux qui sont avec nous ce soir.
Donc pour le côté Datacolor, on vous fait une offre spéciale du 12 juin au 20 juin. Donc si je ne m'abuse, c'est de aujourd'hui au 20. Et on vous fait 20% de remise sur les produits Datacolor, excepté sur la Spider HD. Pour ça, c'est très simple. Euh, ce que je vais faire, c'est que on va essayer de vous mettre le lien dans la partie chat. Comme ça, vous pourrez directement cliquer dessus. Ça sera plus simple pour vous, pour aller vous faire un petit cadeau. Je rappelle que la fête des pères, c'est dans quelques jours. Et côté DxO, je vais parler aussi de leur promo qu'ils vous font ce soir. Donc ça va valable jusqu'au 15 juin. Ils vous font 35% de remise en moyenne sur les logiciels DxO. Donc, c'est valable aussi bien sur dxo.com que chez les revendeurs. Et vous pouvez trouver les produits à partir, en tout cas le produit présenté ce soir, DxO Optique Pro, à partir de 99 €. Donc voilà, c'est l'occasion de se faire un petit cadeau. Donc ces deux promos, je vais essayer de les passer régulièrement pendant la session de questions-réponses. Maintenant, si vous voulez plus d'infos, on a, j'ai d'accord, écrit un e-book qui est gratuit. Donc c'est disponible sur spider.datacolor.com/ebook-fr parce qu'il est en français. C'est 80 pages de maîtrise de la couleur, d'apprendre comment ça fonctionne. Euh, Bref, tout y est pour bien débuter en photo. Donc là, on vous pose la question de êtes-vous satisfait du webinaire? Donc je vous invite à y répondre. C'est plutôt pas mal comme résultat, ça. Bon, en tout cas, voilà, on va vous laisser 5 minutes pour peut-être un peu moins pour répondre à ce sondage. Allez, encore quelques secondes pour voter. Et voilà, c'est bon. Donc ça c'était pour la partie e-book. Et ensuite, bah après c'est la partie support et réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn et les flux RSS. Et après, si vous avez le moindre souci, vous pouvez, et ça a sauté, vous pouvez nous contacter. Et je vais pas avoir fait la bonne chose. Vous pouvez nous contacter sur la hotline, tout simplement. Voilà. Hop. Et on a l'assistance gratuite qui est disponible sur support.datacolor.com. Pour les personnes qui voudraient commander une sonde ce soir, attendez le code, on vous l'envoie demain par email. Ça nous permet, hop, de vous l'envoyer sans faute. Alors, est-ce qu'on a